Jeudi 23 janvier 1890, 7h22 du matin. Depuis la veille au soir, il tombe une pluie battante et glacée sur l'est de la France. La lourde grille de la prison de Nancy s'ouvre pour laisser passer le condamné, les bras entravés dans le dos, un manteau posé sur les épaules. 2,50 m plus loin, les aides de Louis Desblair ont dressé les bois de justice. Ils saisissent immédiatement le condamné et l'aident à faire les quelques pas qu'il reste, le couche sur la bascule qu'il culbute aussitôt, et l'exécuteur des hautes œuvres de la République actionne le mécanisme de la guillotine, dont le couperet s'abat pour couper en deux le supplicié. La famille ne réclame pas le corps. Le corps du supplicié est donc enterré de façon anonyme dans une fosse commune, après avoir servi de sujet d'étude aux étudiants en médecine de Nancy. Mais avant cela, le légiste eut une drôle de surprise durant l'autopsie. 3/4 d'heure après l'exécution, son cœur bat encore à 30 pulsations minutes. Quant à sa tête, elle est emportée à l'Institut médico-légal de Nancy, où l'on découpe la boîte crânienne afin d'en étudier le cerveau qui sera conservé dans du formol des années durant. En effet, à cette époque, l'on cherche encore à savoir si ce ne sont pas quelques anomalies congénitales du cerveau ou différences structurelles de celui-ci qui font que certains deviennent des assassins. La boîte crânienne, elle, est retrouvée 117 ans plus tard dans le grenier d'une habitante du Vouzinois, dans les Ardennes. Il lui vient de son grand-père, qui était anatomiste à Nancy. Le samedi 7 juin 2008, entre un pianoforte et des tableaux, la tête est vendue aux enchères à Charleville-Mézières, à un mystérieux acquéreur. Celle-ci porte juste une inscription. Crâne de Doga, exécuté à Nancy en 1890. Dans ce nouveau numéro de Série criminelle, je vais vous raconter l'histoire de celui qui réussit à échapper à la justice pendant 20 ans, malgré de lourds soupçons pesant sur lui et plusieurs procès, et qui, jusqu'au bout, clamera son innocence. Voici l'histoire de Jean Doga, l'homme à la pèlerine. Série criminelle. Une émission concoctée, écrite et mise en son par Olivier Le Cerf. Après la guerre de 1870, Pont-à-Mousson en Meurthe-et-Moselle est devenue ville frontière depuis que la France a cédé à la Prusse, l'Alsace et la Lorraine. Plusieurs casernes et régiments s'y installent pour protéger et fortifier cette frontière. Hussards, dragons, chasseurs à pied, et la population augmente rapidement. D'autant qu'en 1887, la fonderie de Pont-à-Mousson commence à prospérer, envahissant petit à petit la France entière avec sa production de fonte, dont les fameuses plaques d'égout qui, encore aujourd'hui, en font la renommée. Mais 2 ans plus tard, en ce début d'année 1889, la peur est tapie à tous les coins de rue. Elle rampe insidieusement entre les murs de la petite ville de 12 000 habitants. Dès la nuit tombée, l'angoisse monte encore d'un cran et les mucipontins se barricadent chez eux. Les plus isolés se réfugient chez les autres. Mieux vaut ne pas traîner, car les plus téméraires des habitants décident de prendre eux-mêmes les choses en main et armés de bâtons, de fourches ou de fusils de chasse, ils organisent par groupes des rondes jour et nuit. Gare à l'étranger qu'ils croisent sur leur passage. Celui-ci est aussitôt bousculé, interrogé, molesté. Il faut dire que 4 assassinats en moins de 3 mois, entre la mi-décembre 1888 et début février 1889, dont les 2 derniers à 2 jours d'intervalle, cela commence à faire beaucoup trop même, et toujours avec le même mode opératoire pour chaque crime. Et puis surtout, une enquête encore est toujours au point mort, malgré l'interrogatoire de plus de 25 suspects par la police de Pont-à-Mousson, qui n'est composée que de 3 agents. Certains de ces suspects sont même pris en photo, au cas où. Dépassés et pressés par ses concitoyens, les autorités locales font alors appel au commissaire Marie-François Goron, 41 ans, chef de la Sûreté de Paris depuis 1887. Après avoir passé des années dans l'étroitesse du 7-9 quai de l'Horloge, de l'autre côté de l'île de la Cité, c'est lui qui décide de déménager ses hommes pour investir en avril 1888, au milieu des gravats, le bâtiment du 36 quai des Orfèvres, encore en travaux. Lui et ses hommes sont donc les premiers locataires du 36 après l'incendie de la précédente préfecture de police lors de la Commune en 1871.
Et parmi ces hommes, un des meilleurs limiers de Goron se nomme Paul Fortuné Jaume, appelé aussi Chocolat, en raison de la couleur de ses costumes. Jaume est né à Paris en 1846. Il a été enfant de troupe puis militaire avant de rejoindre les rangs de la police. Sa réputation n'est plus à faire au sein des forces de l'ordre, depuis d'autres affaires, dont celle de la malle à gouffer, qui est encore en cours à ce moment-là, et dont je vous raconterai l'histoire un jour. Pourtant, Jaume ne paye pas de mine, et rassure même, avec sa petite bedaine qui déborde de son costume marron. Mais il est malin, patient et tenace. Il parle l'argot des rues de Paris, et n'a pas son pareil pour se fondre dans tous les milieux sociaux, ce qui lui permet souvent d'obtenir des informations de premier bourg. Et surtout, il a un flair infaillible. Et quand il part en chasse, il ne lâche pas sa proie tant que celle-ci n'est pas prise dans ses redoutables griffes. Le dernier meurtre, celui de Madame François, dans son auberge, date du jeudi 7 février. Jaume arrive en train le lendemain, vendredi 8. 2 jours après, le dimanche 10, Jaume arrête Jean Doga et le confond grâce à un bouton de culotte trouvé sur le sol de l'auberge de la veuve François, la dernière victime. C'est que, à peine descendu du train, Jaume ne perd pas de temps et commence aussitôt son enquête en interrogeant, entre autres, un couple d'aubergistes qui, le lundi 4 février, a reçu la visite d'un individu qu'ils ne connaissent pas et qui pourtant dit habiter à Pont-à-Mousson. L'homme est pourtant facilement reconnaissable, avec son fort accent du sud-ouest. Et ils ne sont pas nombreux à s'être installés dans la région, sauf peut-être quelques militaires. Mais cet homme-là n'en est pas un, ils en sont sûrs. Quand il entre dans l'auberge, la femme Simotée est seule, et l'homme insiste pour savoir si, vraiment, elle est bien toute seule. De l'étage, son mari entend la conversation et descend voir, au même moment qu'entre 5-6 personnes. Surpris par ses arrivées, l'inconnu se tait aussitôt, puis, après un moment d'hésitation, il demande s'il peut manger. Après le repas, il leur dit avoir perdu son porte-monnaie et laisse en gage sa montre et la chaîne de celle-ci, plus un médaillon avec 2 photos, celle d'une femme et l'autre d'un enfant. Le lendemain, mardi 5 février, comme promis, l'homme revient pour récupérer ses biens et paye sa dette, 2,95 francs, avec de la petite monnaie, des billons, comme on appelle ça à l'époque. Ce même jour, Madame Veuve Ferry, Marie-Odile Milot, de son nom de jeune fille, 53 ans, marchande de bois et charbon, rue du Centre à Pont-à-Mousson, est retrouvée morte vers 4 heures de l'après-midi par des voisins. Elle a été sauvagement assassinée, probablement en début d'après-midi. Le crâne fracturé, puis égorgé en avoir presque la tête tranchée. Un professionnel, pense-t-on, un boucher peut-être. En tout cas, quelqu'un d'expérimenté. Le mobile ? Le vol, tout simplement, comme pour les autres meurtres, comme pour la veuve François 2 jours plus tard, le jeudi 7 février, ou le couple Sulzer 2 mois avant, le mardi 18 décembre. Tous tués de la même façon. D'abord, frappés à la tête violemment avec un lourd objet contondant avant d'être égorgés. Similitude de mode opératoire. Probablement un seul et même assassin, donc. Dès son arrivée et l'exposé des enquêteurs, ce qui frappe Jaume, c'est le paiement de la dette en billons, quelques heures après le meurtre de la veuve Ferry. Exactement le genre de petite monnaie qui a été dérobée à la marchande de bois et charbon. Jaume montre plusieurs photographies de divers suspects. Le couple Simotée est formel. Ils reconnaissent immédiatement Doga comme étant l'inconnu venu payer sa dette le jour du meurtre de la veuve Ferry. Tout s'accélère alors. Jaume demande au procureur, arrivé de Nancy presque en même temps que l'inspecteur, un mandat d'arrêt contre Doga, qu'il connaît déjà pour l'avoir arrêté quelques années plus tôt dans une autre affaire pour laquelle il a été acquitté. Puis Jaume, accompagné du neveu de la veuve François, venu reconnaître Doga, dit prendre le train pour Cologne, alors qu'il sait que Doga a quitté Pont-à-Mousson pour se rendre soit à Remiremont, où habite sa femme, soit à Épinal, où se trouve son beau-frère, un certain Moutot, charpentier de métier. À peine Doga descend-il à Épinal du train venant de Remiremont, que 10 minutes après, au 21 rue des Petites Écuries, le neveu de la veuve François le désigne du doigt et Jaume se précipite sur lui avec l'aide de 2 gendarmes. L'arrestation se fait sans dommage. Doga ne résiste même pas et se laisse passer les menottes sans rien dire, alors qu'il avait sur lui de quoi se défendre. Les gendarmes trouvent en effet dans ses poches un revolver chargé, ainsi qu'une canne à épée, différents papiers et une grosse somme d'argent. Autour d'eux, la foule s'amasse petit à petit et commence à former un cercle, hargneux, agressif.
Les gens insultent Doga, veulent lui faire la peau et crient « À mort, à mort !» Ils l'accusent de tous les crimes commis dans la région, jusqu'au fin fond des Vosges. Il faut des renforts pour éviter tout débordement, et la dizaine de gendarmes n'est pas de trop pour protéger Doga du lynchage. Ceci dit, si c'est bien Jaume qui arrête Doga, le mérite ne lui en revient pas entièrement, loin de là. Le boulot lui ayant été grandement facilité par 2 jeunes agents. 2 jours avant son arrivée à Pont-à-Mousson, les agents Thirier et Chalin, venus de Nancy, avaient déjà bien déblayé le terrain, épluché le dossier de fond en comble, poussé les investigations en interrogeant des témoins, éliminant certains des suspects et recoupant les pistes. De fil en aiguille, ils étaient remontés jusqu'au couple Simotet et en avaient parlé à Jaume dès son arrivée qui, sans hésitation, se lança en chasse de Doga après la confrontation des photos. Tous 3 recevront d'ailleurs de vives félicitations publiques de M. Bram, maire de Pont-à-Mousson. Conduit au parquet, Doga nie farouchement être l'auteur des crimes dont on l'accuse, même s'il ne peut donner d'explication convaincante aux égratignures qu'il a à la hanche, ni à toute cette menue monnaie avec laquelle il a payé ses dettes au Simotet, ni où il a pu trouver la grosse somme d'argent trouvée sur lui. Quand il perquisitionne chez lui, à Pont-à-Mousson, Jaume trouve un pantalon dont il manque 2 boutons. Ceux encore présents ont exactement le même genre dentelé sur les bords que celui trouvé chez la dernière victime, la veuve François, chez qui il y a eu une lutte farouche avant que l'assassin n'ait pu avoir le dessus et qu'il lui vole 3000 francs. Dans l'appartement, on retrouve aussi des chemises de femme dans une valise et un rasoir émoussé dont la rainure du manche porte encore des traces de sang séché. Poursuivant leurs investigations, les enquêteurs découvrent que Doga a toujours brouillé les pistes, partout où il passait, partout où il sévissait. Le mardi 5 février, par exemple, le jour de la mort de la femme Ferry, il déjeune à l'auberge Schaeffer à Nancy et il loue une chambre. Mais il n'y dort pas et retourne à Pont-à-Mousson par le dernier train du soir. Le lendemain, on retrouve la veuve Ferry assassinée. Doga n'a aucun alibi pour ces journées-là et ne peut même pas donner un emploi du temps cohérent. Idem pour le jeudi 8, à 6 heures du matin, quand la veuve François est retrouvée assassinée. Ce même jour, Doga revient à Nancy et retourne chez Schaeffer pour y commander des escargots et une bouteille de vin supérieur dont il offre un verre à Schaeffer. Pendant qu'il mange, un gamin, vendeur de journaux, entre pour annoncer qu'un nouveau crime a été commis à Pont-à-Mousson dans la nuit. Schaeffer demande au gamin s'il veut parler du crime de la veuve Ferry. « Non », répond le gamin, « c'est un nouveau crime. Une aubergiste a été retrouvée morte dans son débit. » Doga se vante alors d'être déjà au courant, car il était sur place à 6h15, dit-il. Il ajoute même que, comme pour les Sulzer ou la veuve Ferry, la femme François a été assommée, mais le marteau a dévié, précise Doga, et c'est pourquoi ils se sont battus, elle et le meurtrier. La veuve François était une solide gaillarde. Il conclut en disant « Comme je l'ai dit au maire de Pont-à-Mousson, votre police ne trouvera jamais l'assassin. Vos agents sont trop vieux. » Mais maintenant qu'ils tiennent Doga, et qu'ils le tiennent fermement, l'instruction peut creuser toutes les pistes et surtout étudier son passé. Et les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise quand ils entreprennent d'éplucher la vie de Doga. Car il n'en est pas à ses premiers crimes, et son passé plus que trouble finit alors par le rattraper. Jean Doga est né le jeudi 8 mars 1849 à Larrey, petit village du Gers de 500 habitants, près de Condom. Son père, Blaise Doga, est métayer, mais travaille peu, préférant boire ce que sa femme, Catherine Barès, rapporte au foyer en tant que journalière dans les diverses fermes du coin. À 18 ans, le jeune Doga devient domestique dans une ferme de Casaubon, à quelques kilomètres de Larrey. Il semble que son patron n'ait jamais eu à se plaindre de lui, et qu'il fait bien son travail. Mais quelque temps après, le dimanche 3 octobre 1869, à 8 heures du matin, alors qu'il passe à cheval pour aller à Estan, il croise la fille du couple Berriès, meunier sur la rivière Ladouze. Les jeunes gens se connaissent, ils discutent comme le ferait n'importe quel jeune gens de leur âge. Peut-être une idylle est elle-même en train de naître entre les jeunes gens. Ce qui est sûr, c'est qu'elle raconte à Doga devoir aller à la messe avec son père seulement car sa mère est en voyage. Ne restera donc au moulin que le jeune Jean Ducru, le garçon meunier que Doga connaît aussi, bien évidemment. Quand Berriès et sa fille rentrent en fin de matinée, vers 11h30, ils découvrent dans l'écurie le cadavre de Ducru tué d'un coup de fourche dans la tête. Interrogé par les gendarmes,
Jean Doga, qui est parmi les principaux suspects, nie farouchement et tente de les emmener sur de fausses pistes. Ne pouvant l'inculper faute de preuves et de témoignages suffisamment convaincants, Doga est rapidement relâché. Mais forcément, dans le village et aux alentours, ce meurtre fait beaucoup jaser. On parle de jalousie, de rivalité amoureuse entre les deux jeunes hommes. Et désormais, les gens regardent Doga différemment. On se méfie de lui. Les gendarmes l'ont laissé partir, certes, mais les soupçons, eux, sont toujours là. Et comme l'assassin court toujours, il pèse tellement lourd sur les épaules du jeune Doga, ces soupçons, que le jeune homme décide de quitter la région pour aller faire son service militaire. Nous sommes fin 1869. Catherine Barès, la mère de Jean Doga, meurt le 2 janvier 1870. Jean Doga a 20 ans, et dans quelques mois, ce sera la guerre de 1870 contre les Prussiens, qui, vainqueurs, amputeront la France de l'Alsace et de la Lorraine, faisant ainsi de Pont-à-Mousson une ville frontalière. Doga se retrouve plongé dans cette guerre perdue par la France et Napoléon III en 6 mois et 10 jours, entre le mardi 19 juillet 1870 et le dimanche 29 janvier 1871. Durant l'insurrection de la Commune de Paris, qui suit la fin de la guerre, et après avoir défendu la ville contre les Prussiens qui les assiégeaient, les Parisiens vont devoir continuer à se battre, mais cette fois-ci contre les troupes françaises, dont le régiment de Doga qui assiège Paris, aux côtés des Versaillais d'Adolphe Thiers, devenu chef du pouvoir exécutif de la Troisième République, après la capitulation et la chute de Napoléon III. Durant le siège de Paris, Doga est nommé caporal. En 1873, alors qu'il est devenu sergent et que son service militaire se termine, il intègre l'école de la gendarmerie mobile pour être, quelque temps après sa sortie, affecté dans différents postes des Vosges, désormais frontaliers avec l'Allemagne. Razimont et la Mouche à Épinal, puis Parmont à Remiremont. Il y est chargé de surveiller les ouvriers qui construisent les forts à la frontière allemande. Si bien que, lors de la construction du fort de Razimont, Jean Doga est envoyé mater la grève des ouvriers. Mission pleinement réussie pour Doga, qui en reçoit même une récompense. Mais durant ces années de service, Doga se fait aussi remarquer pour d'autres faits d'armes moins glorieux, dirais-je, même s'ils lui valurent des citations. Un soir notamment, alors qu'il effectue une ronde avec des collègues dans les rues de Remiremont, la patrouille se trouve près d'un cabaret dont le patron refuse l'entrée à plusieurs ouvriers déjà passablement ivres. Le ton monte entre les ouvriers et le patron, les insultes fusent. Quand Doga et ses collègues accourent pour mettre fin à la querelle et ordonner aux ouvriers de quitter les lieux, ceux-ci refusent. Ils invectivent les gendarmes. Doga n'hésite pas une seconde. Il sort son revolver et tire de sang-froid sur l'un des ouvriers qui tombe raide mort, sidérant ainsi de stupeur et de peur ses compagnons. C'est là, alors qu'il caserne à Remiremont, qu'il fait la connaissance de Eugénie Delpierre, une jeune repasseuse 9 ans plus jeune. Très vite, les tourtereaux se fiancent, mais Eugénie n'a pas la dot réglementaire pour épouser un gendarme. Déterminé à se marier avec elle quand même, Doga démissionne pour épouser la jeune fille le mercredi 6 décembre 1876 à 11h du matin. Née le 1er janvier 1858, Eugénie a 18 ans, lui en a 27. Les parents de la jeune fille sont Simon Delpierre, 56 ans, plâtrier, et Légère Moutot, du même âge. C'est l'adjoint au maire Hippolyte Vuillemin qui les unit à l'hôtel de ville de Remiremont. Les frères aînés d'Eugénie, Pierre, 31 ans, et Émile, 30 ans, tous deux plâtriers eux aussi, sont ses témoins. Ceux de Doga sont Ernest Arnould, 23 ans, mécanicien, et Jean Quérault, un gendarme. Doga devient alors, lui aussi, plâtrier dans sa belle famille pendant quelque temps. Puis le couple part pour aller habiter à Paris, où Doga trouve une place au chemin de fer de l'Est en tant qu'homme d'équipe à la gare de la Villette. En janvier 1880, alors qu'Eugénie est enceinte de 3 mois, la jeune femme ne se sent pas bien. Elle est loin de ses parents et la grossesse est peut-être difficile et angoissante pour elle. Se sentant sans doute aussi trop seule à Paris, une ville qu'elle ne connaît pas, trop grande, trop bruyante, et où elle n'a personne pour la soutenir dans ces moments-là. C'est une jeune femme timide, effacée et discrète, qui n'était jamais sortie de Remiremont, alors forcément Paris. Le couple quitte donc la capitale pour retourner à Remiremont, où Doga trouve une place en tant qu'ouvrier imprimeur dans la maison Mougin. Léon Doga naît le samedi 8 mai suivant à Remiremont. Au cours des mois et des années suivants, Doga s'éloigne de plus en plus de sa famille et de plus en plus longtemps, négligeant aussi son travail. Il traîne dans les cabarets, fréquente les filles des rues, joue, dépense plus qu'il ne gagne et surtout
commence à accumuler les dettes. Le quotidien du couple s'en ressent, si bien qu'Eugénie retourne vivre un temps chez ses parents avec leur fils, car Doga les laisse dans le besoin et sans l'aide des parents de la jeune femme, qui pourtant fait des travaux de couture pour survivre, la mère et l'enfant seraient devenus indigents. Entre-temps, certains de ses frères ont fait leur place à Remiremont. L'un est greffier au tribunal, un autre secrétaire de mairie de cette petite ville de 9000 habitants à l'époque. Eugénie et Doga restent mariés, certes, mais chacun vit de son côté, si bien qu'il faudra attendre le mardi 3 juillet 1888 pour que naisse leur deuxième enfant, une fille, Paul-Émilie. Mais sur l'acte de naissance, il est précisé que le père, Jean Doga, est absent. Une fois de plus. Il faut dire que Doga semble avoir d'autres préoccupations durant les 8 années qui séparent la naissance de son fils et celui de sa fille, et où les événements se succèdent. En avril 1881, Doga fut appelé à Toulouse pour y effectuer une période de 13 jours en tant que gendarme territorial. Durant cette période, la veuve Courrèges, 68 ans, domiciliée à Custeau, à 1 kilomètre de l'Arrêt, donc pas très loin du vieux Doga, est assassinée dans la nuit du mercredi 13 avril 1881. La tête éclatée au moyen d'un objet contondant, probablement un marteau. Sa maison est entièrement retournée et dévalisée. Les gendarmes ne tardent pas à arrêter Jean Doga, suspect numéro 1 dans cette affaire, qui traîne dans les parages, selon des témoins, et déjà suspect lors du meurtre du jeune commis en 1869. Et les présomptions, cette fois-ci, sont beaucoup plus sérieuses. Les autorités se font aussitôt la réflexion qu'entre la mort de Ducru et ce mois d'avril 1881, il n'y eut aucun crime de sang dans le coin. Et comme par hasard, peu après le retour de Doga, un nouvel assassinat est perpétré. Pour justifier sa présence à l'Arrêt, il dit être allé voir son père après sa période de réserviste à Toulouse. Père avec qui pourtant il n'est pas en bons termes, et encore moins depuis le remariage de celui-ci avec une femme que le fils n'apprécie pas. Soupçon d'autant justifié qu'on trouve sur lui la somme de 220 francs. Grosse somme à l'époque pour un voyage de 2 semaines, alors que Doga touche 3 francs par jour à l'imprimerie. Il ne trouve d'autre explication que de dire qu'il avait emmené toutes ses économies avec lui pour ce voyage. Doga est donc envoyé à la cour d'assises du Gers, après 8 mois de prison préventive, durant lesquels l'enquête porte aussi sur le meurtre du jeune Ducru au Moulin des Débiès en 1869. Malgré les témoignages de certains habitants de Custeau contre lui, ou celui du maire de l'Arrêt, Pelfig, qui lui déclare à la barre ne pas croire à la culpabilité de Doga, et malgré le réquisitoire du procureur général qui réclame la peine de mort, les jurés indécis votent à égalité sur les questions posées. Pour les juges, cette égalité vaut acquittement et Doga ressort libre du tribunal. Il rentre alors à Remiremont et est même réembauché dans l'imprimerie de Madame Mougin. Lors du procès à Nancy, pour les meurtres suivants, Belfig, le maire de l'Arrêt, regrettera son témoignage en faveur de Doga lors du procès de 1881, qui aurait peut-être évité le meurtre d'au moins 4, si ce n'est 8 personnes. Ce nouveau procès pour Jean Doga s'ouvre à Nancy le mardi 26 novembre 1889. 250 soldats et 25 hussards sont présents et encadrent solidement la place Stanislas, où se trouve le palais de justice, en ce premier jour d'audience où se massent 2 à 3 000 personnes venues assister au procès. Aux portes d'entrée, un service d'ordre fait de 8 agents de police, sous les ordres de messieurs Marchand et Maillard, veille. Les consignes sont strictes. Seuls les témoins, les avocats et les journalistes sont autorisés dans l'enceinte même, et des pancartes ont même été apposées sur les bancs aux places assignées à chacun. À 8 heures, le public est autorisé à entrer pour aller s'installer dans les bas-côtés. Quand les portes s'ouvrent, c'est la bousculade, chacun cherchant à être au plus près des barrières. Toute la presse est là, tous les chroniqueurs judiciaires, nationaux et régionaux, celui du Temps, celui du Petit Journal, celui du Figaro, de la Gazette des Tribunaux, du Gaulois, du Petit Parisien, de l'Intransigeant, du Rappel, de la Lanterne, du Parti ouvrier, etc., etc. Et même le célèbre chansonnier à la mode dans ces années-là, Jules Jouy, venu sans doute glaner quelques idées pour une de ses complaintes dont il a le secret. La cour d'assises est présidée par monsieur le conseiller Pêcheur, assisté de messieurs Audia et Orban. Monsieur Sadoul est le procureur général, et la défense est assurée par monsieur Desbleux-Mortier, qui vient de subir un deuil dont il peine encore à se remettre. Il a 28 ans et appartient au barreau de Remiremont. Au centre du prétoire,
se dresse une table où sont installées les différentes pièces à conviction. En tout, une dizaine de caisses, valises, paquets ficelés, un meuble, etc. Le tout ficelé et scellé à la cire rouge. À 9 heures, l'audience est ouverte et Doga est introduit dans le box. Il semble calme, serein. En s'asseyant sur le banc des accusés, Doga frise légèrement sa moustache. Geste de nervosité ou arrogance? Peut-être croit-il encore pouvoir, une nouvelle fois, échapper aux poursuites et s'en tirer à bon compte, comme lors des procès précédents. Acteurs et décors sont désormais en place. Peut alors commencer la lecture des chefs d'accusation pour 4 assassinats par le greffier Chaumont. Il est prévu l'intervention de 140 témoins, et forcément, le procureur général Sadoul annonce que le procès durera plusieurs jours. Par conséquent, il lui semble nécessaire que 2 jurés et un conseiller supplémentaire soient nommés, ce qui est aussitôt fait. Pendant la lecture des chefs d'accusation, Doga garde les bras croisés. Parfois, il jette un œil à l'auditoire quand des murmures et commentaires parcourent l'assistance. Puis le greffier fait l'appel des 140 témoins. Longue litanie de noms qui semble interminable, dont 6 sont absents pour cause médicale ou non nécessaire. À l'annonce de certains noms, le public réagit. À celui d'Eugénie Delpierre, épouse Doga, c'est Doga qui réagit, tournant vivement la tête vers elle. Puis le président Pêcheur commence enfin l'interrogatoire de l'accusé. Dès le début, quelque chose cloche. Le président lui demandant quand sa mère est décédée, il répond fin 1868, début 1869. Quand le président le reprend pour lui signifier que les gens du coin disent « plus tard », il répond que ce n'est pas possible car il n'était pas encore au service militaire. Or, l'acte de décès de sa mère déclare la mort au dimanche 2 janvier 1870. Et il n'est parti à l'armée que le vendredi 19 août 1870. Donc, comme il le dit, après son départ à l'armée. Seulement, il semble mélanger les dates. Quant à la mort de son père, qui s'est suicidé en 1884, afin d'éviter des poursuites judiciaires, tiens donc, Doga dit avoir ignoré celle-ci jusqu'à ce qu'il l'apprenne lors de son arrestation à Épinal, quelques mois plus tôt. Doga ne sait donc pas à quelle date est morte sa mère, ni que son père l'était depuis 5 ans déjà. Mais à toutes les questions du président, il répond tranquillement, d'une voix claire, ferme et précise, même s'il s'embrouille dans les dates. Une fois sa vie militaire passée en revue, le juge attaque avec son retour en 1881 dans la région de Toulouse, lorsqu'il est convoqué pour une période de réserviste, puis de son séjour dans la région. Quand il est arrêté pour le meurtre de la veuve Courrèges, les gendarmes trouvent sur lui la somme de 220 francs. Le juge de Nancy lui demande alors d'où vient cet argent. Doga dit que M. Mougin, le mari de sa patronne, lui avait prêté 100 francs en toute discrétion dans un café, ce dont Madame veuve Mougin doutera lors de son témoignage au procès. Quant aux autres 100 francs, ceux-ci lui revenaient de sa mère, dit-il, un reliquat de son héritage. Mais quand le président lui fait remarquer que sa femme prétend qu'il n'est parti qu'avec 45 francs, et qu'il n'avait jamais parlé jusqu'alors des francs de son patron, Doga s'emporte et dit que c'était un secret entre les 2 hommes, et que c'est ce pourquoi il n'en avait pas parlé durant l'instruction. Les choses se compliquent pour Doga, qui s'obstine à nier et contredire le président qui, calmement, continue son interrogatoire. Doga dit être resté 12 jours dans la région, alors qu'il n'y est demeuré que 7. Il dit avoir dormi et mangé à droite à gauche, chez l'un, chez l'autre, d'anciens camarades. Mais le mercredi 13 avril, il dit avoir emprunté de l'argent pour, dit-il, retourner à Remiremont. Mais à qui? Et surtout, le jour même où est assassinée la veuve Courrèges. Doga s'emporte. « J'ai été acquitté », s'exclame-t-il, « non par pitié, mais par justice. » Il reconnaît cependant avoir emprunté 100 francs au maire de l'Arrêt, M. Belfigue, en lui racontant des balivernes, dira celui-ci, argent qu'il ne lui a jamais remboursé et n'aura plus jamais l'occasion de le faire. Doga rentre à Remiremont, mais à peine arrivé, il est arrêté le jeudi 21 avril 1881 et renvoyé dans le Gers pour l'affaire des meurtres de la veuve Courrèges et dans celui du jeune commis du Cru. Dans ces affaires, le président tente de démêler le vrai du faux. Ainsi, il rappelle que dans celle du Moulin, un certain Barbet, cultivateur, témoigne avoir vu venir à lui et stopper, près du moulin, un cheval sellé sans cavalier. Puis Doga arrive en prétendant être tombé du cheval. Et Doga déclare au juge, durant l'enquête, avoir vu un homme sortir du moulin, un homme dont il donne la description.
Et le samedi 16 octobre 1869, accompagnés du commissaire de police Roquefort, les deux hommes vont au marché de la Bastide afin de retrouver, si possible, le coupable. Sans hésiter, après quelques recherches sur le marché, Doga désigne un homme, un certain Larieux, en criant « Le voilà, c'est lui l'assassin, c'est lui !» Vérification faite, Larieux a un alibi en béton pour le dimanche 3 octobre, jour de l'assassinat du malheureux Ducru, et ne pouvait donc se trouver au moulin. Dans le box, Doga commence à perdre son sang-froid. Il semble très agité sur le banc des accusés. Même si ce sont de vieilles affaires pour lesquelles il a été acquitté, il sent bien que ce n'est pas bon pour celles qui vont être jugées. Car s'il a effectivement été acquitté pour ces affaires, il n'y a jamais eu de non-lieu. Et donc, jamais il ne fut innocenté pour ces meurtres qui pèsent encore sur lui. Puis le président en vient au meurtre des époux Pernot à Golbet dans les Vosges, distant d'un peu plus de 4 kilomètres d'Épinal. 2 vieillards assassinés à coups de marteau puis égorgés dans la nuit du mardi 26 au mercredi 27 avril 1887. Inquiété et interrogé une nouvelle fois, Doga déclare à l'époque ne pas avoir quitté l'imprimerie de Madame Mougin. Or, les livres de compte sont formels et disent qu'il n'y travaillait plus que 3 jours par semaine en avril 87. Plus accablant encore, des témoins affirment avoir vu Doga à Épinal le dimanche 24 avril et qu'il leur a dit être venu pour chercher du travail. Doga prétend alors au président que c'est parce qu'il avait quitté l'imprimerie de Madame Mougin. Faux, lui répond une nouvelle fois le président. Vous en êtes parti en juillet. Doga s'enfonce tout seul, inexorablement. Il s'embrouille dans ses récits, mélange les dates, tente de se justifier et s'égare dans ses explications. Il prétend avoir travaillé quelque temps avec son beau-frère avant de faire des recouvrements pour un huissier, M. Richard. Mais ce nouveau travail ne dure pas, et l'année 1888 est difficile pour Doga. Peu d'argent, son couple qui bat de l'aile, malgré la naissance de la petite Paule Émilie, le mardi 3 juillet 1888. Mais comme dit précédemment, l'acte de naissance stipule que le père est absent à la naissance du bébé. Où est-il à ce moment-là ? À Pont-à-Mousson, où il a trouvé du travail le mardi 17 avril 1888, dans les ateliers de messieurs Hatt. Mais avant son embauche, les époux Martin, buralistes à Saint-Nabord, sont assassinés dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 mars 1888. Comme à Golbet pour les Pernot, ils ont eu le crâne défoncé à coups de marteau et la gorge tranchée. Doga ne peut nier connaître les buralistes de Saint-Nabord. Une fois encore, malgré les poursuites contre lui et les témoins qui prétendent avoir vu Doga à Saint-Nabord le soir du meurtre, il bénéficie d'un non-lieu. Il va même jusqu'à provoquer le président en demandant à voir les témoins. Parmi eux, la femme du maréchal Ferrand de Saint-Nabord affirme l'avoir vu dans les rues du village, vêtue de sa fameuse pèlerine dont il se couvrait continuellement les épaules, à tel point même que les filles des rues de Pont-à-Mousson l'appelaient « l'homme à la pèlerine ». Doga nie connaître et surtout fréquenter ses filles, forcément. Mais concernant cette fameuse pèlerine, difficile de nier. Monsieur Cap, le bien nommé, marchand de confection à Pont-à-Mousson, déclare avoir vendu une pèlerine à Doga payée 15 francs avec 3 pièces de 5, dont une tachée de sang, que Monsieur Cap a remis à la police. « Et le mouchoir des époux Martin ?» demande le président. « Celui que l'on a trouvé sur vous. » Il répond que c'est la femme Martin qui lui aurait donné quand il faisait des recouvrements pour l'huissier. Et quand le président lui rappelle les étranges coïncidences de sa présence dans les parages à chaque victime que l'on retrouve la tête fracassée, sa seule réponse est « C'est malheureux, monsieur le président », ce qui fait réagir le public dans la salle. Même si tout l'accable, même si tout est contre lui, il persiste à nier. « Je ne sais pas, c'est faux, j'étais pas là, mensonge ». Le président poursuit sa traque. À la mi-juillet, Doga va chercher femme et enfants à Remiremont pour les emmener à Pont-à-Mousson, d'où Eugénie repart le dimanche 9 septembre pour Remiremont. Décidément, le couple se désagrège complètement. À tel point même que, malgré les économies qu'il dit avoir fait à cette époque, il n'envoie pas d'argent à Eugénie avant le mois de janvier 1889. 10 francs. 3 jours de paye, donc. Pour survivre et nourrir ses enfants, heureusement, elle fait des travaux de couture, même si cela ne suffit pas. Le problème de Doga est qu'il s'endette constamment. Vivant bien au-dessus de ses moyens, il emprunte à un tel pour rembourser tel autre. Il dit avoir des économies, mais ne donne jamais d'argent à Eugénie, à qui il demande d'en emprunter. Il mène une vie dissolue qui lui coûte cher, trop cher pour sa petite paye de typographe. Mais à chaque argument du président, il continue de tout nier, même devant des preuves accablantes ou des témoignages irréfutables et qui se recoupent.
Le président lit alors quelques lettres d'Eugénie à Doga. Elle lui dit mi-novembre, dans une de ses lettres, qu'elle a même été obligée de décliner une invitation à une noce, car elle n'a pas de quoi habiller chaudement la petite Paul-Émilie, tout juste âgée de 5 mois. Doga prétend ne pas aller voir sa famille pour ne pas dépenser d'argent et faire des économies. Mais lorsqu'il se décide enfin à leur rendre visite, le dimanche 25 novembre, Doga emprunte encore, cette fois-ci à Madame Malbose et à Madame Closet. Il ne reste cependant qu'une journée, repartant le lendemain, sans laisser d'argent à Eugénie, à qui il raconte qu'il a été obligé de prêter 120 francs à Madame Malbose, qui était dans le besoin. À bout, elle aussi traquée par les créanciers de son mari, Eugénie débarque à l'improviste le dimanche 16 décembre à Pont-à-Mousson par le train du matin. Doga n'est pas chez lui. Quand il arrive, elle lui crie « De l'argent, de l'argent !» Il lui en promet pour le lendemain, lundi. En attendant, il emmène sa femme en promenade. Quand il rentre, Eugénie leur prépare une tasse de lait au chocolat. Chocolat qu'elle a amené elle-même. Puis, comme il n'a plus de tabac, elle lui donne 50 centimes pour aller en acheter. On a compris. Le président accentue alors la pression sur Doga au sujet des meurtres des époux Sulzer le lundi 17 décembre. Il commence tout d'abord à demander à Doga de lui donner son emploi du temps pour la journée du lundi 17. L'accusé dit avoir été voir à l'usine et en être sorti à 9 heures pour rentrer chez lui. Mais Eugénie, elle, dit qu'il n'est rentré qu'à 1 heure de l'après-midi et qu'elle le supplie de lui donner de l'argent, car il faut qu'elle rentre à Remiremont pour s'occuper des enfants. Il dit ressortir de chez lui, laissant Eugénie dans l'attente et être allé boire avec des copains. Il lui dit qu'il va aller voir son patron pour lui emprunter de l'argent, puis Madame Malbose pour qu'elle lui rembourse l'argent qu'il prétend lui avoir prêté. Durant les quelques heures où Doga est absent, des témoins l'ont vu aller chez une dame Tournois, débitante de boissons. Eugénie finit par s'endormir aux alentours de 8 heures, faute de bougie. Il est prévu qu'elle prenne le train de minuit 30 pour Remiremont. Doga rentre dans la soirée, aux environs de 10 heures, et lui jette 2 billets de 100 francs et 10 pièces de 5 francs. « Tiens, voilà ce qu'il te faut, » lui dit-il. Le matin même de ce lundi 17 décembre, Moïse Sulzer, un brocanteur chiffonnier, est allé rembourser des dettes dans les environs, emportant avec lui 600 à 700 francs. Quand il rentre chez lui, il lui en reste encore un peu plus de 200. Il descend du train à la gare de Pont-à-Mousson à 8h40 du soir. Le crime est découvert le lendemain matin par des ouvriers qui, comme d'habitude, venaient travailler chez les Sulzer, aux 5 rue des Murs. Maurice Sulzer, 54 ans, et Babette Blum, 50 ans, ont été tués alors qu'ils allaient se mettre à table, où le repas du soir est prêt à être servi. La nappe est couverte de sang. L'assassin leur a d'abord défoncé le crâne avant de les égorger et de retourner à la maison de fond en comble. Une fois de plus, Doga est confronté à ses contradictions. Il prétend que les 200 francs donnés à sa femme proviennent de ses économies. Économies qu'il n'avait pas la veille et qui apparaissent comme par miracle le soir même où Moïse et Babette Sulzer sont assassinés. De plus, il donne à sa femme 12 pommes rainettes du Canada et un long morceau de tissu de 3,30 m qu'il prétend avoir acheté à sa propriétaire, Madame Malbose, en septembre, alors que durant les 2 jours qu'elle passe à Pont-à-Mousson, Eugénie a eu le temps de fouiller l'appartement et n'a vu chez Doga ni tissu, ni pommes. Et le président de préciser que non seulement il y avait des pommes identiques chez les Sulzer, mais qu'en plus, à la date où il prétend avoir acheté celle-ci, ce n'était pas encore la saison. « Faux !» s'exclame Doga. Quant au tissu, l'enquête a révélé que le Sulzer en avait acheté 12 mètres à M. Oulif, négociant à Nancy le mercredi 24 octobre pour 43 francs. Preuve en est que Oulif en a encore plusieurs mètres sur les 33 achetés à un fabricant de l'Isère et qu'un mois après l'assassinat des époux Sulzer, Doga essaie de revendre ce qui lui reste à différentes personnes. Mesdames Tousneau, Martin et Bild en témoignent tour à tour. Un dernier témoin, enfin, déclare avoir été prêt à lui acheter 6 francs et non 16, comme il en demande. Doga nie encore, évidemment. Et il y a aussi cette histoire de bougie qu'il dit avoir achetée dans une boutique pas loin alors que personne ne se souvient de son passage ce soir-là. Doga, encore une fois, les accuse de mentir. Néanmoins, il a beau se défendre avec acharnement, le garrot se resserre. Plusieurs témoins attestent que le lendemain du crime, Doga leur a remboursé ses dettes. Les témoins suivants attestent son goût immodéré pour l'absinthe dans les différents cabarets qu'il fréquente. Quant à son travail chez les Hâtes, il y devient négligent et accumule les erreurs. Aussi finissent-ils par le renvoyer le samedi 26 janvier 1889.
traqué par ceux à qui il doit de l'argent, Doga veut alors quitter Pont-à-Mousson, mais il a quitté la tête haute, clame-t-il partout, après avoir remboursé toutes ses dettes. Heureusement pour lui, Eugénie lui a écrit le dimanche 23 décembre 1888 qu'un de ses frères, Émile Delpierre, lui a trouvé une place chez un certain pèlerin à Nancy, mais seulement à partir du lundi 11 février. Cela ne l'empêche pas de ne pas rentrer directement à Remiremont, maintenant qu'il n'a plus rien à faire à Pont-à-Mousson. En chemin, il s'arrête à Nancy chez Schaeffer, place du marché, chez qui il a ses habitudes. En arrivant, il lui demande un grand verre de vin pour étancher sa soif, suite à la nuit de bringue qu'il vient de passer, dit-il. Puis, quittant Nancy, il va chez Tinet, chez qui il dépense encore 7 francs 10, avant de passer à Remiremont, où il ne reste que 2 jours pour en repartir le mardi 29 janvier pour Pont-à-Mousson. Eugénie lui demande même dans une lettre datée du lundi 4 février pourquoi, en attendant son embauche le lundi 11 février, ne vient-il pas à Remiremont. Il doit vivre sans argent et surtout tenir sa promesse s'il veut, comme il le dit, partir la tête haute pour Nancy. Mais où trouver l'argent qu'il doit en si peu de temps? Il fait alors le tour des cabarets et gargotes de Pont-à-Mousson. Le mardi 5 février, béret sur la tête et pèlerine sur le dos, il part en chasse. Tout d'abord, chez la veuve Camus, rue Gambetta, chez qui il boit 2 absinthes. Il lui pose tout un tas de questions qui finissent par effrayer la femme qui file dans la cuisine où Doga la suit. Mais là, il se retrouve face à la servante, la jeune Anglaire, qu'il connaît bien pour avoir travaillé avec elle chez Pons. Il part alors sans payer. « C'est faux », s'emporte une fois de plus Doga. « Mais si », insiste le président, « puisqu'elles parleront de vous quelques jours après à l'inspecteur Chalin, l'un des 2 policiers venus de Nancy. »« Non », répète encore Doga, dont les défenses s'effondrent petit à petit, morceau par morceau. Puis il va chez Madame Tournois, mais le mari est là. Alors il repart. Arrivé chez Madame Guess, une charbonnière, il en trouve la porte et lui demande si son mari est là. Comme celle-ci répond non, Doga entre, lui disant avoir besoin de 400 kilos de houille. Mais arrivé au comptoir, il tombe sur un autre client, Monsieur Thiriot, voiturier, qu'il connaît, mais à qui il ne dit même pas bonjour avant de faire demi-tour, disant qu'il reviendra quand le patron sera là. À chaque affirmation d'après témoin que le président annonce, Doga nie systématiquement. Allant croire, tout Pont-à-Mousson ment. Tous ses habitants complotent contre lui. Et lui seul dit la vérité. Toujours le 5, à l'heure où la femme Ferry est assassinée, vers 3h30, 4h, Doga prétend être allé chez Masson pour acheter de la ficelle pour faire ses bagages avant de remonter chez lui, où Madame Lanier lui a remis une lettre. Mais Masson est formel. C'est le 6 que Doga lui achète de la ficelle. Quant à Madame Lanier, elle est sûre que Doga est revenu après 4 heures. D'ailleurs, plusieurs témoins l'ont vu rue du Centre, passer et repasser devant la dame Ferry à l'heure supposée du crime. Entre autres, Madame Simonet, qui l'a bien reconnue, avec son fameux béret et sa célèbre pèlerine. Aux environs de 4 heures de l'après-midi, ce mardi 5 février 1889, Marie-Odile Milot, 53 ans, veuve Ferry, est retrouvée morte par des voisins, le crâne défoncé et la gorge tranchée. Un petit secrétaire a été forcé, d'où le meurtrier a volé 60 francs en billets. Vers 5 heures, il arrive chez Madame Malbose pour répondre à la lettre de sa femme, mais il tremble tellement qu'il lui est impossible d'écrire. Puis peu après, il se précipite chez les Simotet pour régler sa dette, avec, encore une fois, des billets et récupérer le médaillon laissé en gage. Il passe alors la soirée à jouer aux cartes avec des amis chez Madame Malbose, mais semble absent d'après eux, pensant même perdre alors qu'il gagne. Le lendemain, c'est à son propriétaire qu'il règle sa dette en menu monnaie, dont l'une des pièces est tachée de sang. Malgré ces dénégations, de nombreux témoins sont là pour certifier qu'entre le mercredi 30 janvier et le vendredi 8 février, on voit Doga traîner partout dans les rues de Pont-à-Mousson, toujours vêtu de son béret et de sa pèlerine, sous laquelle, d'après certains, il cache un lourd objet en fer en forme de bouteille, comme on peut en trouver dans un atelier d'imprimerie. Allant ici ou là, entrant puis ressortant des boutiques et cabarets. Mais comme après l'assassinat de la veuve Ferry, il commande l'une des milices citoyennes qui patrouillent dans la ville pour défendre celle-ci, cela ne surprend pas vraiment de le voir ainsi déambuler dans les rues. Le jeudi 7, enfin, il prétend avoir passé la journée chez Madame Malbose, ne sortant que peu dans la journée, dont une fois où il est allé rendre visite à Madame Morlot, habitant rue du Pont comme lui. Après s'être assuré de l'absence du mari, il lui demande des renseignements à propos d'une histoire d'assurance, car ils sont assurés à la même compagnie, dit-il. Et comme la dame part dans la chambre pour consulter les papiers dans le secrétaire,
Elle est surprise en se retournant de se retrouver nez à nez avec Doga, dont les mains sont glissées sous la pèlerine. Madame Morlot prend alors peur, mais juste à ce moment-là, un de ses enfants entre dans la maison. Doga part aussitôt, sans même attendre le renseignement si urgent. Quand le président énumère son emploi du temps de la journée du 7, Doga réfute tout et répond au président d'un ton sec et véhément, semblant de plus en plus aux abois. Il nie être allé boire avec Dilgard, dit le capitaine, chez la veuve François dans l'après-midi, 2 bouteilles de vin. Il nie être sorti plus d'1 heure après avoir accepté de jouer aux cartes avec des amis qui, lassés de l'attendre, ont commencé à jouer sans lui. Il dément que la fille Humbert ait pu le voir chemin de la Corderie vers 8h30. Certes, elle ne le connaît pas, mais la description qu'elle en a fait, pèlerine et béret, est assez évocatrice. À 8h15, chez Madame Scolastique Mathieu, 51 ans, que tout le monde appelle la veuve François, quelques consommateurs buvaient leur dernier verre. À 9h, il n'y avait plus de lumière, dira le garde-barrière situé à quelques dizaines de mètres du café. D'après l'autopsie, elle a été assassinée entre 8h30 et 9h. 2 violents coups de marteau ou de casse-tête lui ont fracassé le crâne. Un 3e a glissé, le premier probablement, et a fait une large blessure près de l'œil gauche. La lutte a sans doute été acharnée. Des chaises et des tables sont renversées. Même le fourneau, sur lequel la victime a encore une main accrochée, quand des ouvriers la découvrent le lendemain matin à 6h. Dans son autre main, elle tient encore une touffe de cheveux. Sur une des seules tables encore debout, un pichet de vin et 2 verres vides sont posés. Puis c'est l'heure de la déposition de la star des policiers, le flic dont tout le monde parle, celui qui est sur toutes les affaires insoluble. Chacun attend donc son témoignage avec impatience, qu'il donne des détails insolites, qu'il fasse des révélations croustillantes. Mais, grosse déception pour le public, Jaume n'apprend rien de plus à la cour et aux jurés, si ce n'est que lorsqu'il est arrivé à Pont-à-Mousson, tout le travail était déjà fait par Thirier et Chalin, et que lui-même n'a eu qu'à cueillir le fruit mûr avec l'aide de 2 agents à Épinal. Après cette déposition, Jaume repart à Paris aussi vite qu'il le peut, et une autre affaire l'occupe. Une affaire sérieuse, non élucidée, mais proche de l'être, celle de la Malagouffée. Plus les témoins passent à la barre et plus Doga se recroqueville sur son banc. Il sent bien que tout cela n'est pas bon pour lui. Il en devient apathique, ne réagissant plus que par intermittence avant de retomber dans le silence et de subir la tête baissée, enfoncée dans les épaules. Comme lorsqu'Eugénie est appelée elle aussi. C'est une femme grande et svelte, les traits délicats, mais elle paraît très éprouvée et fatiguée, semblant constamment sur le point de chanceler. On lui apporte une chaise sur laquelle elle tombe lourdement. Durant son témoignage, elle jette de fréquents coups d'œil à Doga, qui lui regarde obstinément le sol. Elle raconte leur rencontre, leur histoire, puis sa misère, le manque d'argent, l'absence continuelle de son mari, qui ne lui parlait que rarement, et jamais de ses problèmes. Elle parle du jour de la mort du couple Sulzer, où Doga lui donne les 200 francs, le morceau de drap et les pommes qu'il dit avoir acheté à Madame Balbose. Et puis elle raconte aussi cette histoire de bougie qu'il serait redescendu acheter chez Masson, où personne ne l'a vu ce soir-là, mais qu'en réalité, il a probablement volé chez les Sulzer, comme le dira Madame Ladra, qui a constaté, le jour où le corps des Sulzer ont été découverts, qu'il manquait une bougie et une boîte d'allumettes. Tout accable Doga, et même le public semble comprendre l'inéluctable dénouement de cette histoire autant que celui-ci. Alors l'assistance s'assagit, manifeste de moins en moins, sentant combien l'enjeu devient critique, et l'issue de plus en plus certaine pour l'accusé. Le 6e et dernier jour se déroule le dimanche 1er décembre 1889. Une foule considérable se masse qu'une compagnie du 26e de ligne, baïonnette au canon, et un escadron de hussards renforcé par une brigade de gendarmes à cheval tentent de contenir. Tout le monde ne pourra pas rentrer pour écouter les plaidoiries. Seules 700 à 800 personnes pourront pénétrer dans le tribunal. Lorsque les portes s'ouvrent, à midi, une bousculade monstre s'ensuit, la salle étant déjà en partie occupée par les porteurs de cartes, journalistes, chroniqueurs, témoins, etc. Dehors, ceux qui ne peuvent pas entrer tentent de forcer le passage et débordent la troupe dans une confusion et une bousculade indescriptibles. Des femmes sont bousculées, renversées, des gens piétinés. Les gendarmes, aidés par les hussards, finissent par reprendre le contrôle de la situation et procèdent même à plusieurs arrestations. Petit à petit, le calme revient dans la salle et l'audience peut enfin commencer à 1h30. Mais avant de donner la parole au procureur Sadoul, le président met en garde l'assistance
qu'il n'hésitera pas à faire évacuer la salle à la moindre manifestation durant les réquisitoires. Celui à charge de Sadoul prend 5 heures, durant lesquelles il accable Doga, sur la tête de qui s'abat un orage d'une grande violence. Doga garde la tête baissée, les bras croisés, même lorsque Sadoul, pour conclure, réclame sa tête. Après une pause d'1 heure et demie, c'est au tour de la défense de plaider. Il est 8h25. Pour maître des Bleus-Mortier, la cause semble impossible à défendre, car il le dit en préambule, depuis le début du procès, pas un seul témoignage n'a été en faveur de l'accusé. Des Bleus-Mortier s'en prend alors au public, dont la conduite est loin d'avoir été exemplaire et partiale au cours des 6 jours d'audience. Il attaque la manière dont l'accusation a procédé, laissant les témoins être influencés par un public hurlant et vociférant régulièrement à mort. Il rappelle les non-lieux des précédents procès. Il critique le fait d'avoir laissé témoigner 2 filles des rues à qui l'on aurait, il n'y a pas si longtemps, dit-il, interdit d'entrer au prétoire. Pour le meurtre de la dame Ferry, il demande pourquoi l'on n'a pas recherché l'homme à la barbe rousse qui a été vu causant avec la victime le soir du meurtre. Il termine sa plaidoirie en disant qu'il y a déjà eu 4 victimes. N'en faites pas une de plus. Il est 11 heures du soir. Des Bleus-Mortier se rassoit enfin et s'essuie le front, épuisé. Sadoul reprend la parole pour féliciter son collègue pour son habile plaidoirie, mais précise que cela ne suffit pas, reprochant à l'avocat de n'avoir pas répondu à certains points soulevés par lui-même. Ce à quoi des Bleus-Mortier réplique « Panem et circenses » du pain et des jeux. Voilà ce qu'il faut à cette foule hurlante. Elle demande une tête. À minuit, le jury se retire. Il n'a besoin que d'1 heure pour délibérer. Quand le président annonce la peine de mort, un murmure parcourt l'assistance. Doga devient plus livide encore qu'il n'était et semble avoir du mal à déglutir. Puis il donne une poignée de main énergique à son défenseur avant que les gendarmes ne l'emmènent. Pourvoi en cassation rejeté, grâce présidentielle refusée par Sadi Carnot, malgré une lettre émouvante d'Eugénie pour que ses enfants, Léon 8 ans et Paul-Émilie 7 mois, ne soient pas déjà orphelins si jeunes. Doga n'a désormais plus beaucoup d'espoir. N'étant pas au courant de ce qui se passe à l'extérieur, il reste de longues heures sans parler, prostré dans sa cellule d'où, d'ici peu, on viendra le chercher pour le mener à l'échafaud. Le mercredi 22 janvier 1890, il tombe des cordes et un vent violent de sud-ouest balaie la région depuis des heures. Louis Desblair et ses 3 aides arrivent à Nancy par le train de 10h40 du matin, en même temps que le wagon où se trouvent les bois de justice. Desblair fait transporter sa valise dans un hôtel proche de la gare et part déjeuner chez M. Spirken, un ancien exécuteur habitant rue du Petit-Loup. Ensuite, après plusieurs consultations avec le commissaire de police, le procureur et le directeur de la prison, il est convenu que la machine de mort sera montée devant la prison et non devant la porte du cimetière comme d'habitude. Question pratique qui évite de transporter le condamné ailleurs à travers une foule vociférante et dangereuse. Et cela permet surtout de faire au plus vite. Pourquoi prolonger le martyre du supplicié? Il pleut toujours à seau, mais ça n'empêche pas les aides-bourreaux qui en ont vu d'autres de monter la machine de mort dans la nuit du jeudi 23 janvier vers 3h30 du matin. En même temps, le service d'ordre se met en place. Un escadron et demi de cavalerie, un bataillon d'infanterie, plus les brigades de gendarmerie et de police de Nancy. Car les curieux arrivent, notamment 200 à 300 venus de Pont-à-Mousson par le dernier train du soir. La compagnie de l'Est ayant affrété des trains supplémentaires afin d'assurer le transport de ce surcroît de voyageurs. Doga, de son côté, s'est couché à 1h30 après avoir joué aux cartes avec son gardien. Toute la soirée, la chance l'a accompagné et il a gagné une bouteille de bière, remboursant celle qu'il devait de la veille où il avait perdu. C'est pourquoi il s'est endormi plutôt souriant, même si ces derniers temps, il a un sommeil troublé, se réveillant comme toutes les nuits à 4h du matin. Mais cette nuit-là, le bruit des chevaux dans la rue et celui du fourgon qui amène les bois de justice le réveillent à 3h. Il s'en inquiète auprès du gardien, qui tente de le rassurer en lui disant que ce sont probablement des soldats qui vont à l'exercice. Et Doga se rendort, peu tranquillisé cependant. Pourtant, lors de sa dernière visite, son avocat, maître des Bleus-Mortier, s'est montré optimiste quant à son pourvoi en cassation qui pourrait avoir lieu le 5 février, lui dit-il. À 6h, la machine infernale est prête. Son habituel haut de forme sur la tête,
Louis Desblair fait quelques essais. Il fait descendre et remonter le couteau, vérifie le mécanisme. Tout va bien. Il est temps. Les magistrats entrent alors dans l'enceinte de la prison et sont reçus par M. Barre, le directeur de celle-ci. Ils sont 7. Gégou, avocat général, Robert, juge d'instruction et son greffier, Roquière, commissaire central, Baumann, substitut du procureur, et Chaumont, greffier à la cour d'assises. Vu la météo exécrable, il est décidé à 6h15 d'attendre encore une demi-heure avant d'aller réveiller Doga, en espérant que la tempête se calme. À l'heure dite, tout ce beau monde suit Barre, le directeur de la prison, et un gardien portant une lanterne qui entre dans la cellule 4-6 au rez-de-chaussée. Barre se penche au-dessus de Doga, à qui il touche l'épaule pour le réveiller. Le condamné s'ébroue et s'assoit sur son lit. Il se frotte les yeux en écoutant le directeur lui annoncer que le recours en grâce a été rejeté. Comme à son procès, Doga répète une nouvelle fois que la justice fait assassiner un innocent. On lui donne une cigarette et tandis qu'il fume, il enfile son pantalon. L'aumônier entre alors dans la cellule et l'abbé Didlot demande aux autres de sortir afin que Doga puisse se confesser. La confession est rapide. Doga veut écrire à sa femme et à ses enfants. Il écrit lentement, sans trembler, et finit sa lettre par ces mots. « Je meurs assassiné par la justice ». Il boit tranquillement son café arrosé de rhum et tire les dernières bouffées de sa cigarette. La lettre signée, il la confie à l'abbé qui sort de la cellule pour dire aux autres que Doga souhaite communier. L'abbé revient quelques instants plus tard en surplis et portant un ciboire avec les hosties qu'il pose sur la petite table de la cellule. 2 sœurs l'accompagnent avec un crucifix et des bougies. Elles s'agenouillent aux côtés de Doga, lui aussi à genoux, et écoutent tête baissée l'abbé prononcer la messe. Sur les derniers mots de l'Ave Maria, celui-ci éclate en sanglots. Doga, lui, reste impassible, même s'il semble avoir beaucoup vieilli depuis son procès, qui ne remonte pourtant qu'à 1 mois. Une fois encore, il dit qu'il est innocent. Toilette faite, col de chemise découpé et mains liées, les aides de Desblair le saisissent sous les aisselles et l'emmènent vers la porte de la prison. On lui pose son manteau sur les épaules. Il est 7h22 quand les 2 battants de la lourde grille sont ouverts. Soutenu par les aides-bourreaux, Doga avance et embrasse l'abbé avant que l'un des aides lui retire le manteau des épaules. Doga regarde la lame au-dessus de lui. Les aides le saisissent et le couchent sur la bascule. 6 mois après l'exécution de Jean Doga, Eugénie obtenait du président de la République l'autorisation de pouvoir reprendre pour elle et ses enfants son nom de jeune fille. Ainsi, dans les actes de naissance de Léon et Paul-Émilie, on peut lire « Par jugement civil de Remiremont en date du 30 juin 1892, il a été ordonné que l'enfant dénommé dans l'acte de naissance ci-contre porterait désormais le nom patronymique de Delpierre au lieu de Doga. » En 1893, lors d'une vente aux enchères à Nancy, les pièces à conviction et différentes affaires ayant appartenu à Doga, dont la fameuse pèlerine, furent mises en vente. Une personne déléguée par la famille en fit l'acquisition afin de les détruire.